Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection exceptionnelle qui sera suivie demain à 14h30 de la projection de A Brighter Summer Day, toujours de Edward Young, deux films restaurés avec celui-ci, Taipei Story, récemment, et que nous avons le plaisir de vous présenter avec la collaboration de Vincent-Paul Boncourt et de Carlotta Film en France, et aussi le soutien du centre culturel taïwanais basé à Paris, que je salue et remercie, et qui demain, avant la projection de Brighter Summer Day, offrira au public, n'hésitez pas à en profiter, des bubble tea et du cake à l'ananas. Je vous rappelle que cette projection se déroule dans le cadre du programme commun initié par les différentes scènes lausannoises que sont le Théâtre de Vidy, l'Arsenic et Sévelin 36, en collaboration avec Plateforme 10, où vous pouvez découvrir un certain nombre d'installations, et la Cinémathèque, qui a l'habitude de collaborer avec le Théâtre de Vidy notamment, est très heureuse de participer à cet événement. Pour parler d'Edward Young, nous avons invité un critique, historien, journaliste, spécialiste, grand connaisseur du cinéma en général, mais en particulier du cinéma de Taïwan, et plus particulièrement encore de celui d'Edward Young, auquel il a consacré un livre magnifique que je ne vous recommande pas parce qu'il est hors commerce maintenant malheureusement, mais on va essayer de faire tout pour le rééditer. J'ai le plaisir d'accueillir directement depuis Paris Jean-Michel Frodon, qui nous rejoindra aussi demain pour présenter A Brighter Summer Day. Bienvenue Jean-Michel, merci. Bonsoir. Merci à vous d'être là. Merci Frédéric. Alors je me fais un plaisir de t'offrir ce livre, qui est, merci beaucoup. Qui est épuisé, mais il m'en reste quelques exemplaires, donc voilà. C'est bon. Mais que vous pourrez trouver à la bibliothèque de la Cinémathèque, parce que ça c'est l'exemplaire personnel, et il y en a un évidemment à la bibliothèque de la Cinémathèque. Alors, venons-en, tu es là justement pour nous parler d'Edward Young, qui est, je le rappelle peut-être parce qu'on ne l'a pas précisé, mais qui est décédé très jeune, qui est malheureusement un cinéaste dont l'œuvre a été au fond tronquée par la mort, mais qui est certainement l'un des cinéastes les plus importants du nouveau cinéma taïwanais jusqu'à son décès. Oui, alors Edward Young est une des deux grandes figures de ce qu'on appelle donc le nouveau cinéma taïwanais. C'est un moment important, pas seulement dans l'histoire du cinéma taïwanais, mais dans l'histoire du cinéma mondial, qui voit les mondes chinois, qui sont différents entre eux, au début des années 1980, inventer tout un ensemble de manières nouvelles de faire du cinéma. C'est des phénomènes comparables à ce que nous avons appelé en France et puis ensuite un peu partout dans le monde les nouvelles vagues, qui s'étaient produits bien sûr une vingtaine d'années plus tôt ailleurs. Et à l'intérieur de ce basculement, ce surgissement en Extrême-Orient, dans le monde chinois, il y a ce moment singulier, très particulier, du nouveau cinéma taïwanais qui s'incarne dans deux grands cinéastes, un qui est mieux connu ou moins méconnu, et qui est Hu Xiaoxian, et un qui est encore beaucoup à découvrir, aussi parce que les films n'ont pas beaucoup circulé, ont été difficiles à voir, etc., et qui est Edward Young. C'est d'autant plus légitime de se mettre tout de suite à parler des deux, qu'on va les retrouver dans ce film-là, puisque... Non, il n'est pas sur la photo. Il n'est pas sur la photo. Et pourtant, il est dans quasiment tous les plans du film, puisque Hu Xiaoxian est
Et dans Taipei Story, l'acteur principal, en même temps que le producteur et le co-scénariste du film avec Edward Yang. C'est très intéressant ce qui se passe à ce moment-là à Taïwan et ce qui se traduit avec ces deux personnalités. Hu Xiaoxian est un gars des faubourgs d'une ville de province qui connaît à peu près rien du reste du monde et qui va avoir un parcours tout à fait extraordinaire, qui va en faire un immense cinéaste. Edward Yang, quand il revient à Taïwan en 1979, il est ingénieur informaticien, il vient de passer 10 ans aux États-Unis, il connaît par cœur le cinéma d'Antonioni, de Werner Herzog et de Jean-Luc Godard, et c'est à la fois quelqu'un qui a une immense culture chinoise, venu, disons, y compris de sa famille. Sa famille était venue du continent, il est né lui-même à Shanghai en 1947, mais ils sont arrivés, il avait 2 ans quand ils sont arrivés à Taïwan, et qui mêle en lui cette pluralité d'influences. Et donc on a deux figures un peu antinomiques, si on peut dire, ou en tout cas vraiment contrastées, qui sont Hu Xiaoxian et Edward Yang, et qui ensemble vont être les figures de proue de cette invention d'un nouveau cinéma. C'est une histoire riche et on ne peut pas tout raconter ici maintenant, juste pour dire qu'ils ont commencé tous les deux, chacun avec un film collectif, un film composé de courts-métrages en faisant un des courts-métrages, Hu Xiaoxian et Edward Yang, et que Edward Yang ensuite a réalisé un premier long-métrage qui s'appelle That Day on the Beach, qui a été un énorme succès à Taïwan, et qui a joué un rôle majeur dans la visibilité de ce mouvement du jeune cinéma taïwanais qui était en train d'apparaître, et que à la suite de ça, avec son compère, son complice, ils sont amis à ce moment-là. Ça n'a pas continué tout le temps, mais à ce moment-là, ils sont amis. Ils décident de joindre leurs forces autour de ce film que va être Taipei Story, qui est donc le deuxième film d'Edward Yang. C'est un film, je dis tout de suite, qui va être un échec complet à Taïwan, qui fait l'objet d'un retour de bâton très violent des establishments et politiques et de l'industrie du cinéma et des médias, et qui va transformer la suite de l'histoire du cinéma, du nouveau cinéma taïwanais, dans des conditions beaucoup plus difficiles, dont ce film marque aussi le tournant ou le plateau, si on peut dire, après l'ascension des toutes premières années. Le film va être présenté à Locarno d'ailleurs, et le film suivant d'Edward Yang va remporter d'ailleurs le Léopard d'argent à Locarno également, avant d'être présenté dans ses films successifs dans d'autres festivals, que ce soit Berlin ou Cannes. Il y a un élément très intéressant dans le travail d'Edward Yang, dans ce film-là en particulier, mais aussi dans l'ensemble de son œuvre, qui est le rapport à l'architecture, le rapport au bâti. Vous allez le remarquer très vite en voyant le film. Et sa vision au fond d'un monde qui est aussi en train de changer, c'est-à-dire d'une ville, Taipei, la capitale, et en tout cas la ville, qui est en train le film est tourné en 84, sort en 84 ou 85, hein. Donc on est à un moment charnière par rapport à Taïwan, enfin Taipei en tout cas. Tout à fait, c'est majeur, c'est pas tout à fait par hasard. Le désir le jeune homme d'Edward Yang, ça avait été de devenir architecte, mais son père n'avait pas voulu, il l'avait orienté vers l'informatique. Il y en aura un écho, vous verrez à la fin du film. Mais ça lui importait beaucoup, mais on peut dire que ce n'est pas seulement l'architecture au sens strict, ce serait plutôt l'urbanisme, la conception de la ville comme un enjeu politique et social et de société. Et ce qu'il voit arriver, et ce que raconte le cinéma d'Edward Yang, et je dirais seulement le cinéma d'Edward Yang, c'est une mutation de la ville
qui est un phénomène extraordinaire, parce que c'est à ce moment-là, donc c'est le milieu des années 80, ça continuera dans les années 90, sont les villes du 21e siècle des mondes développés qui s'inventent à ce moment-là, pour des raisons historiques, politiques, économiques, etc., dans 3 grandes métropoles d'Asie, Singapour, Séoul et Taipei. Mais dans les 2 autres grandes villes, il n'y a pas de cinéaste pour en faire un enjeu cinématographique. À Taipei, il y en a un, c'est Edward Yang. Et l'essentiel de son cinéma, jusqu'au son film le plus récent, celui que peut-être vous avez eu la possibilité de voir, qui s'appelle II, et qui est lui aussi entièrement habité par une pensée de la ville. Si on entend par pensée de la ville non seulement les bâtiments et l'organisation de l'espace bâti, mais les rapports humains, les rapports de famille, les rapports amoureux, les rapports de travail, les rapports entre les générations, etc. Et ce qui est tout ça est dans ce film et raconté, compris, critiqué, puisque c'est un rapport tendu, c'est pas un rapport heureux, ce sont des mutations extrêmement brutales qui défont des liens existants, qui pouvaient être eux-mêmes des liens d'oppression. C'était pas idéal du tout la société dont ils sont en train de sortir. Ils sont en train de sortir d'une dictature militaire, hein. C'est ça, là, et d'une organisation extrêmement conformiste avec la puissance de la famille très verticale, et une espèce d'assimilation qui vient du confucianisme, disons du père de famille et du chef politique. Tout ça était la société taïwanaise, qui est encore très active. En 1984, quand le film est tourné, c'est toujours la loi martiale à Taïwan. Elle sera abolie en 87. Et donc, on a un rapport à un monde structuré qui se défait très vite, très brutalement, et l'émergence d'autres rapports à tous égards, qui se traduisent entre autres par les bâtiments. Et il y a un personnage secondaire mais important d'architecte dans le film qui dit des choses qui ont du sens. Mais il y a surtout une invention formelle dans la manière de filmer d'Edward Yang, dans la place des espaces, mais aussi des rythmes, des lumières, de choses qui sont vraiment des choses de cinéma, qui nous rendent sensibles à ces mutations qui arrivent dans ces grandes villes d'Extrême-Orient à ce moment-là, et qui préfigurent beaucoup de choses qui vont arriver dans les autres grandes villes, notamment d'Occident, du XXIe siècle, du début du XXIe siècle. Peut-être un dernier élément important pour donner au public les quelques clés importantes de lecture par rapport au film, c'est le rapport à l'Amérique en particulier. On parle beaucoup du Japon dans le film, mais surtout les États-Unis. On a l'impression que les personnages, au fond, sont toujours un peu un pied dans Taïwan et un pied ailleurs. Et ce rapport à l'aller-retour, enfin tu l'évoquais par rapport à l'histoire même de Edward Yang, mais quelle importance ça a et comment ça a pu évoluer avec le temps? C'est pas n'importe quel pays, hein. C'est 2 pays qui ont colonisé, même si c'est de manière différente, Taïwan. Le Japon a été propriétaire de Taïwan longtemps avant la Deuxième Guerre mondiale, dès la fin du XIXe siècle. C'est un traité qui date de 1898, si je ne me trompe pas. Et il y a une longue histoire de la présence japonaise. Et puis, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains sont très présent, et Taïwan est une sorte de porte-avions américain dans le contexte de la guerre froide de l'époque. Et le film qui sera montré demain montrera la puissance de la culture américaine auprès de la jeunesse taïwanaise dans la génération précédente, ou disons les mêmes mais plus jeunes. Et donc ce rapport à l'étranger, il est très présent dans une société qui est
très cadenassés, donc les gens cherchent des réponses, les cherchent ailleurs s'ils ne les trouvent pas sur place. C'est ce qu'a fait Edouard Young à titre personnel en allant étudier en Floride et puis devenir ingénieur informaticien à Seattle ensuite. Et bien c'est ce qu'ont fait beaucoup de gens, mais qui reviennent aussi. Oui, il y a une diaspora taïwanaise, comme il y a une diaspora des gens de différentes parties du monde chinois ailleurs que dans le monde chinois, mais ce sont des logiques d'aller-retour et de mélange d'apport, et puis avec des dimensions illusoires aussi, et ça se verra bien dans le film. Je voudrais juste dire un mot en plus, et puis après il faut regarder les films, c'est plus important. Ce qui est, ça se voit dans ce film-là, ça se voit dans tous les films, et notamment tous les films contemporains d'Edouard Young, le rôle majeur ou central des femmes. Le personnage principal, c'est un homme, hein, c'est le personnage joué par Hu Xiaoxian qui s'appelle Lon, mais celle qui comprend le monde dans lequel elle est et qui trouve des réponses qui veulent lui permettre de s'y adapter, c'est la femme, c'est elle. Alors pour le coup, on voit Tsai Chin, qui était une... La plupart des rôles principaux ne sont pas joués par des acteurs professionnels. Elle, c'était une chanteuse très, très célèbre à ce moment-là à Taïwan, et Hu Xiaoxian est réalisateur, il n'est pas acteur, il n'a plus jamais joué au cinéma après, qui donne aussi des qualités particulières, mais c'était déjà le cas. That Day on the Beach est entièrement construit autour de figure féminine, et ça va se retrouver différemment dans toute l'œuvre d'Edouard Young. Ça fait aussi partie de ce qui fait ça, une énergie contemporaine dans son cinéma qui mérite d'être soulignée. Peut-être juste un dernier mot. Tu as dit ce film a été très critiqué au moment de sa sortie par l'establishment taïwanais. On peut quand même dire, c'est important de le rappeler quand même, que la situation a changé, puisqu'il y a eu récemment une grande exposition à Taipei consacrée à Edouard Young, qui a tout un travail en cours de restauration de ses œuvres, dont ce film et celui qu'on montrera demain sont deux des premiers exemples, mais on espère bien un jour pouvoir te réaccueillir pour faire une intégrale de l'œuvre de Edouard Young avec le bouquin qui sera republié à cette occasion. Voilà. Mais peut-être deux mots de l'importance, au fond, qu'il soit de nouveau remis en valeur de cette façon-là par une exposition importante à Taipei. Oui, la vie d'Edouard Young comme cinéaste et sa carrière a été difficile tout le temps. Il était conflictuel, il a produit les films tout seul ou avec des partenaires pas très fiables, dans des conditions pas très bonnes. Moi je dis, personne n'est obligé de me croire, ça l'a tué. Il arrive à faire finalement un film qui va gagner le grand prix de la mise en scène, le grand prix du jury à Cannes en 2001, qui n'est même pas distribué à Taïwan, tellement il n'est pas admis et reconnu à soi dans son pays. C'est très violent pour lui, ayant eu le privilège d'être à ses côtés souvent à cette époque-là. Je sais combien il en a souffert, et il va mourir en 2007. Depuis, fort heureusement, les choses ont évolué, et Taïwan, les responsables culturels, les responsables politiques, les responsables gens dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, je dirais, enfin ont pris la mesure de l'importance de son cinéma, et c'est très heureux, très joyeux qu'il y ait eu pendant tout l'été et l'automne cette immense exposition au Musée national de Taipei autour de l'œuvre d'Edouard Young, et un travail considérable, y compris dont moi j'ai bénéficié. Ce livre, il est édité grâce au service culturel taïwanais, que je remercie très, très sincèrement. C'est pas diplomatique, on n'aurait pas pu faire ça en même temps qu'avec sa veuve, qui a mis
disposition énormément d'archives, donc on a pu tous travailler ensemble. Et il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir accès à cette œuvre qui aura été assez tragiquement mal vue, mal connue de son vivant, mais qu'au moins on peut découvrir et en constater l'importance à présent. Donc on s'engage ici à la Cinémathèque suisse de lui rendre bientôt, continuer à lui rendre hommage. On vous laisse profiter de Taipei Story et n'oubliez pas demain 14h30 A Brighter Summer Day. Et Jean-Michel sera de nouveau parmi nous pour présenter cet autre film qui lui par contre est un film historique puisqu'il remonte dans le temps, dans les années 60. Bonne soirée et bonne projection. Merci.